aussi, il faut intégrer tout ça, parce que ça dépend d'où on regarde, où on se place. Alors, il y avait Denis, mais avant, je crois que Christian voulait prendre la parole. Non, mais il n'a rien à dire. Ah oui, Jacek, c'est vrai, Jacek voulait dire quelque chose. Je voudrais comprendre ce que tu dis. Qu'est-ce qu'elle veut dire, madame? C'est-à-dire que dans ma vie antérieure, d'accord? Dans ma vie antérieure, j'étais par exemple un soldat, etc. Donc mon âme a survécu, et mon âme maintenant, il persiste dans mon corps, et d'après toi, mon âme, il persiste encore dans le corps d'un autre. C'est-à-dire que mon âme se divisait après ma mort, c'est ça? C'est pas divisé, c'est la notion de, pour moi en tant que mathématicienne, multidimension, hein, c'est multidimensionnel. L'âme est une chose, serait une chose multidimensionnelle. Oui, puisque j'ai réussi à calculer le volume de Dieu. L'âme de ma vie précédente, qu'est-ce qu'il est devenu maintenant, après la mort de mon corps précédent? Non, ça va trop loin. À ce moment-là, l'âme de ce corps-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est partout maintenant, et puis là, il y a juste une dimension qui est là, et une autre dimension, il est dans lui, c'est ça, de mon âme. En fait, derrière la question que vous posez, il y a quelque chose de très personnel, je crois. Une souffrance ou quelque chose comme ça. Il faut passer par le cosmos. C'est pas personnel, je peux parler d'elle ou de lui, mais ça existe pour n'importe tout qui. le monde. Si. Vous voulez rendre les choses absolues, mais moi je pense que l'absolu, on n'y a pas accès. Si, justement. Non, mais... On a accès à l'absolu, puisque j'ai démontré le volume de Dieu. Non, mais là on est dans le relatif, je regrette. Non, c'est absolu. Le relatif, c'est la dualité. On est dans la dualité. Qui parmi nous peut, et même les plus grands sages, on parle de Amma, tout ça, mais est-ce que ces gens-là ont dépassé leur dualité? Non, je ne crois pas. Tant qu'on est sur Terre en train de ressentir du bonheur, c'est parce qu'il y a bien quelqu'un qui ressent du malheur. Le noir parce qu'il y a le blanc. La souffrance parce qu'il y a la joie. Comment pourrait-on ressentir de la joie si quelqu'un n'était pas là en train d'expérimenter la douleur? Je me demande, moi. Non, mais attends, Eva, c'est intéressant ce que tu dis. Alors que dans l'absolu, tous les possibles sont là. J'aimerais bien qu'on revienne à des choses quand même un petit peu plus... Bon, donc je peux prendre la On parole. descend un peu du cosmos. Je peux expliquer un peu notre avis, qu'est-ce que c'est que... Non, Denis d'abord, et après je te donne la parole sans problème. Oui. Ah, il y en a, c'est vrai, oh là là. Oui, non, ça va, je vais fait. Tu veux dire maintenant? Donc, Rien. je ferai mes films si je peux. Quand il a été dit, les bosons et les fermions, c'est la même chose, c'est une onde. Non, j'ai pas dit. Je vais répéter encore une dernière fois. Ne m'engueule pas, s'il te plaît, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je te demande 2 minutes. J'ai pas dit ça. 2 minutes. Pourquoi tu dis que j'ai menti? Je te demande 2 minutes. Il me coupe la parole, je te demande 2 minutes. Il déforme, t'as vu? Je ne déforme rien. Si, t'as déformé. J'ai pas dit ça. J'ai dit ça se propage par an. Tu me coupes la parole, j'ai pas le temps de finir. Non, parce que tu dis des conneries tout le temps. Eh ben, justement, je voulais poser la question pour lever la connerie. Chut, s'il vous plaît. Allez. T'as vu le niveau, là. Allez. T'inquiète pas, je suis assez fier de mon niveau. Stop. Allez, Denis, tu parles et on t'interrompt pas. Entre l'onde. J'ai dit que ça te dit pas comme ça, faut pas dire ça. Entre l'onde. Mais je peux parler, oui. Oui, mais mal. Laisse-le terminer. Je parle mal, mais je parle. Bon, ben, reparle. Redis Quand même. Vas-y, Il y a des gens là-haut qui mangent. Ouais, redis. On va pas se faire virer. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y, on attend ta question. Allez. Qu'est-ce que tu voulais Il y dire? a entre l'onde des fermions et des bosons, il y a quand même une différence technique de taille. C'est une différence de speed. Prenons l'exemple de l'atome d'hélium avec ses 2 électrons. Et j'ai posé la question justement à Cohen Tanucci après une de ses conférences. J'ai dit voilà, quand j'ai appris le fait, quand j'étais étudiant, 2 électrons, il faut écrire une équation de Schrödinger, donc une équation de propagation, en 6 dimensions. 3 pour un électron, 3 pour l'autre, parce que ce sont des fermions. Et que pour les bosons, la conférence de Cohen Tanucci, c'était sur les atomes froids, justement, qui sont des bosons, et un ensemble d'un très grand nombre d'atomes sont décrits par une seule onde qui se propage en 3D. Ma question est celle-ci. Comment vous percevez cette différence, je dirais, technique théorique entre ces deux faits-là? Voilà ma question, j'ai fini. Bon, ben, donc j'ai répondu déjà tout à l'heure. Et je répète ce que Feynman a dit. Et S'engueuler. il a dit tout est OUT se propage par onde et se réceptionne par
paquet d'énergie, ça veut dire, ce qu'il a contesté, qu'il n'a toujours pas compris, ça veut dire réduction du paquet de l'eau. Donc tout devient cosmique et vous-même, vous disparaissez. Ma question ne concerne pas le cosmos. Mais moi, Elle concerne 2 électrons ou un ensemble d'atomes. et ma froids. réponse concerne le cosmos. Elle ne m'intéresse pas. Alors voilà, Je vais te voilà c'est pour répondre. ça qu'il comprend rien. Voilà. Bon, vas-y. Alors, Jacek, allez, vas-y. Vas-y, Et après, explique le pauvre. C'est très pertinent ce que tu as dit, c'est effectivement le cœur de l'affaire, c'est la grande question de la physique. Quelle est la différence entre boson et fermion? Et là, la première différence, c'est la plus importante, c'est celle que j'ai évoquée, c'est le principe d'exclusion de Pauli. C'est que 2 fermions, dans le même état, on ne peut pas les superposer. Donc 2 électrons sur le même orbite d'hélium, il faut les étudier séparément. Donc tu as l'équation d'onde à 6 dimensions, comme tu as dit, etc. Tu ne peux pas faire une seule, comme tu peux faire pour les bosons. Pour un ensemble de bosons, même s'il y a 1 milliard, tu peux avoir une seule équation avec 3 dimensions et sans masse. Mais pour même 2 fermions, 3 fermions, tu ne peux pas les superposer, il faut que tu les sépares au niveau des équations, au niveau des dimensions. C'est aussi simple que ça. Et pour les bosons? Le boson, tu peux les superposer, tu as une seule équation pour le nombre de photons que tu veux. C'est ce que tu as dit. Bon, on avance. oui, alors Alain, tu avais peut-être envie de dire quelque chose d'autre? Je lui ai répondu, ça te va ça? Excusez-moi, Arrive. vous avez dit qu'on peut superposer les bosons. C'est ça. On peut superposer le boson, le photon et le graviton. Ah, Le il faut que ça photon soit est les pas. mêmes. Et le graviton. Non, il faut que ça soit les mêmes bosons. Ah ben oui, ce sont des bosons, donc tu peux les bosons, c'est une onde que ça rentre l'un dans l'autre. Hein? Mais Ils sont liés, ça. un fermion, il y a à l'intérieur une singularité mathématique. Le champ devient infini. Quand tu approches un électron, tu ne peux pas l'approcher. C'est possible. Donc ça, ça donne la réponse à ta question complètement. Oui ou non? Oui. Est-ce que je peux parler un petit peu? Il y a Alain qui n'a pas dit un mot, le pauvre, depuis tout à l'heure, et après je te donne la parole. Je suis patient. Il n'a rien à dire. Vas-y, allez, Alain. Oui, surtout qu'il va falloir que je fasse un tri, parce que finalement, ça part dans tous les sens dans ma tête, étant donné quand même que toutes les interventions m'inspirent des idées. Tiens, justement, à ce sujet. Il y a 2 directions qui m'intéresseraient, peut-être que j'en ferai qu'une seule, suite à plusieurs interventions, celle qui évoque notamment, je pense à celle de Jacques, ça évoque cette idée du multivers également. Bon, on peut aussi aller plus loin et chercher, et voir ça d'un point de vue purement métaphysique, et se dire, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt qu'il n'y a rien? Voilà, il y a la réponse. Et la réponse la plus pertinente à cette question a toujours été, et pourquoi pas? Non, j'en ai une Et meilleure. c'est pas fini. Et pourquoi pas, on peut le filer encore un peu plus loin et se dire, et pourquoi seulement quelque chose? Peut-être que tout existe et son contraire. Ce n'est pas 2 univers qui bifurquent à chaque instant, mais une infinité d'infinités, C'est-à-dire comment? d'univers qui n'arrêtent pas. Et Occam, alors là. Seulement, justement, on va peut-être retrouver Occam à cause de ça. Est-ce que c'est vraiment intéressant de voir les choses de cette façon-là, alors que ces autres univers, par définition, comme ils ne font pas partie d'une autre, nous n'y avons pas accès. On retrouve la différence chère à Karl Popper entre une proposition métaphysique et une proposition scientifique. La proposition d'existence de multivers est une proposition typiquement métaphysique plutôt que scientifique. Puisque si c'est vrai, on ne pourra jamais le savoir, mais les propositions scientifiques c'est pareil. Par contre, si c'est faux, on ne pourra jamais le savoir non plus. Alors qu'une proposition scientifique, si elle est fausse, on pourra le savoir un jour. Bon. Alors maintenant, je peux intervenir sur un deuxième sujet, celui sur lequel je voulais intervenir au début, d'ailleurs, effectivement, à propos du débat entre Bohr et Einstein. Et puis la référence au noumen par opposition au phénomène, noumen chez Einstein, le phénomène chez Bohr. Bon, d'abord la distinction, bizarrement, pour
entre le lumen et le phénomène est peut-être pour un physicien, du point de vue de la physique, je devrais plutôt dire, plus, comment dire, ténu qu'il n'y paraît. Moi, je me souviens que quand j'étais petit enfant, j'ai demandé à mon papa, première question philosophique que je lui ai posée, qu'est-ce que c'est que la matière? Il n'avait pas fait d'études de philo, mon papa, il a dit quelque chose du bon sens populaire de l'époque, et puis même maintenant encore, la matière c'est ce qui est consistant, massif dans le sens de consistant. Plus tard, il y a un prof de physique qui nous a défini la matière. Au début, il nous dit « Ouais, la matière, c'est ce qui est pesant. » Puis après ça, il a dit « Oh, la matière est définie par nos sens. » Bref, il ne savait pas trop. Bon. C'est vrai que finalement, la matière telle qu'elle est, telle que nous l'imaginons à travers nos perceptions sensorielles, telles que nous les héritons depuis quelques, j'allais dire millions d'années, ce n'est plus exact. On n'a aucune raison de supposer qu'elle a fondamentalement, nouménalement, no-huménalement, dirait Emmanuel Kant, le no-humain chez Kant, c'est la chose en elle-même. Oui, alors excusez-moi, tout petit aparté sera très rapide. La seule chose qui apparaît à notre conscience, au sens large, même à notre expérience, c'est le phénomène. Pour faire un phénomène, il faut être deux. Il y a la chose en soi. Il y a un autre philosophe qui s'appelait Husserl, qui a dit toute conscience est conscience de quelque chose. Donc c'est le quelque chose dont on a conscience, mais ce quelque chose en lui-même, on ne peut pas en avoir conscience. Et puis, pour fabriquer le phénomène, il y a l'autre contributeur, qui est ce qui se trouve dans notre esprit, on va dire ça au sens large, mais dont nous n'avons pas nécessairement conscience. Les conditions a priori de possibilité de notre expérience, telles qu'elles existent, telles que nous expliquent dans notre câblage mental. Ça, c'est ce que Kant appelle le transcendantal. Si un jour vous entendez ce mot-là, oui, en espagnol, transcendantal, ça veut dire formidable, mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Bon. Et puis, donc, d'un côté, la chose en soi, de l'autre côté, le transcendantal, l'interface entre les deux, c'est le phénomène. Il n'y a que ça que nous pouvons expérimenter. Pourquoi je racontais ça? C'est parce que justement, il y a quelque chose quand même dont nous pouvons avoir conscience, contrairement à ce que pourrait prétendre, alors est-ce que c'était ça que disait l'autre, j'ai oublié son nom, qui disait qu'on ne pouvait rien dire de la réalité qu'étudie la physique. Si, on peut dire des choses. La première chose qu'on peut en dire, comme dirait Kant à propos de l'humaine, c'est que ça existe. Et la deuxième chose qu'on peut en dire, c'est que ça existe d'une manière telle que ça apparaît à notre expérimentation de la manière qui donne lieu à ces équations et à ces propositions scientifiques. C'est déjà pas rien. D'une certaine manière, on peut dire qu'en transformant le vécu sensible en équation, la physique, on pourrait dire qu'elle se rapproche du phénomène, pas du phénomène, elle se rapproche du no-humain. Mais elle ne l'atteindra jamais, je dirais même par définition. Pas sûr. Ce sera tout pour l'instant. Je voulais juste faire une petite précision. On ne peut pas dire que ça existe, on peut dire que quelque chose existe. Le ça, on ne sait pas ce que c'est. Ça existe, c'est trop précis. Quelque chose existe. Bon, Jacques veut répondre, vas-y. Mais voilà. Merci. Alors, Jacques voulait dire quelque chose, mais Francis, tu avais la parole avant. Oui, non, mais je laisse là, sûrement ça va être bref. Oui, brièvement pour répondre à ce que disait Alain, sur l'argument de Popper que la théorie d'interprétation des mondes multiples n'est pas réfutable, donc c'est pas scientifique. Et on pourrait dire ça aussi, il me semble, de l'interprétation du monde unique et de la théorie de l'effondrement de la fonction d'onde. C'est pas non plus réfutable, puisque les autres mondes, on n'y a pas accès, donc on ne peut pas prouver qu'ils existent réellement. Et donc la théorie du monde unique n'est pas réfutable non plus, donc elle n'est pas non plus scientifique. Alors, pour répondre à l'argument, à quoi ça sert d'introduire des autres mondes si on n'y a pas accès?
Ben, moi je réponds, ça sert à éviter de poser le postulat de l'effondrement de la fonction d'onde. Ça fait économiser un postulat. Ça permet de fonder une théorie avec un postulat. Non, attends, en moins. Jacques, je t'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a rien de plus beau que quelque chose qui s'étend dans le cosmos. Il faut éviter le mot infini, attention. Qui s'étend dans le cosmos et qui se matérialise. Il n'y a rien de plus beau. Donc pour répondre à la question que tu avais dit tout à l'heure, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Parce que c'est beau. Et une infinité d'univers qui se ramifie sans arrêt, c'est beau aussi, non? À travers 3 ou 4 siècles, je réponds à Leibniz. Il aurait dû penser à ça. La preuve, c'est que les mathématiques, les calculs les plus beaux qui existent, rentrent directement dans la physique. C'est magnifique. Il y a une beauté là-dedans. Dis-moi, en fait, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le mot infini? Ah non, le mot infini, c'est parce qu'il n'est pas physique. C'est-à-dire, en physique, la définition de la physique, c'est de parler de tout ce qui est mesurable, au moins en principe. Or, l'infini n'est pas mesurable. Donc, par conséquent, dire par exemple qu'un verre comme ça est toujours là, c'est-à-dire qu'il existe avec un temps infiniment petit, c'est une absurdité physique. Donc, il oscille. Donc, on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, il passe par la phase antimatière, comme vous autres, vous êtes désintégrés en permanence, 10 puissance 104 fois par seconde. Et on s'en rend pas compte. Ben non. Et c'est pas mesurable. Si, c'est mesurable par la masse de l'univers. Bien sûr, on a mesuré la masse de l'univers, je te le signale. On l'a estimé à partir des théories que l'on a sur Non, l'univers. Eddington avait prévu la masse exacte de l'univers. À partir d'une théorie sur l'univers. Non, On ne peut connaître la masse de l'univers à partir du modèle de l'univers. C'est impossible autrement. À partir de beauté mathématique, il a prévu en 1930 le nombre d'atomes d'hydrogène. Notez-le, ceux qui notent rien là. Il a prévu le nombre d'atomes d'hydrogène dans l'univers observable. C'est 136 multiplié par 2 puissance 256. C'est exactement ce qu'il trouve actuellement, au pourcent près. Alors là, ça ne s'invente pas. Hein. Franchement, alors si vous Et il l'a fait à partir de quoi, ce monsieur? À partir de la beauté mathématique. Et qu'est-ce qu'il appelle beauté mathématique? Quelle est sa définition de la beauté mathématique? Attendez, Denis. Comme le 137, c'est magnifique. Denis, il y a quelque chose de tout à fait troublant, parce que l'été dernier, alors je ne sais peut-être absolument rien à voir à faire tout ça, mais enfin c'est une anecdote que je voudrais quand même raconter. Donc j'ai rendu visite à une de mes amies, qui est une intellectuelle, c'est quelqu'un d'intelligent, etc. Et qui était en hôpital psychiatrique, qui a des problèmes. Alors son problème, c'est qu'elle a le sentiment, c'est un truc, il vient de me raconter ça, il me racontait ça sur la terrasse, il faisait beau. Elle me disait, je ne comprends pas, elle me dit, je sais pas, elle me dit, j'ai toujours l'impression d'être désintégrée. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression d'être désintégrée. Elle me dit, c'est comme si il y avait quelque chose en moi qui se... Donc, autrement dit, j'étais en train de elle me dit, est-ce que ça a un rapport quelconque avec ce qu'il me raconte, ou est-ce que c'est complètement... J'ai essayé de faire le lien avec ça, et je me suis dit, bon, tu penses qu'il y a quelque chose? Sûrement, elle a développé une intuition cosmique, qu'elle a compris qu'elle était désintégrée et réintégrée en permanence. La continuité est une absurdité. C'est clair. Non, c'est pas clair pour moi. Ah mais prends une table. Bon, écoute bien. T'énerve pas, prends une table. Tu coupes en deux la table, le morceau à bois. T'as 2 bouts de table ou 2 bouts de bois. T'es d'accord? Tu continues encore. Tu recoupes. Et à un moment donné, tu coupes et t'as plus de bois. T'as autre chose. C'est à la base de la mécanique quantique, la base de la quantique. Faut que je reprenne d'ailleurs ce qu'a dit TJ. Et quel rapport avec la masse de l'univers ou le nombre d'atomes d'hydrogène de l'univers? Parce que c'est beau. Le nombre entier est beau. C'est magnifique, la quantique, c'est magnifique. C'est d'une beauté extraordinaire. Il rigole, Jack. Ne rigole pas. C'est des trucs de base, ça. C'est des trucs que ne disent pas quand même Tanucci et compagnie. Et je vais faire une leçon sur les pères fondateurs. Vous montrer comment ils vous ont trompé depuis le début. Sauf Eddington. Moi, je dirais pas beau, je dirais harmonieux. C'est pareil, arrête de jouer avec les... Mais non, c'est pas la même chose. Tu veux dire quelque chose? C'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu as à dire sur la beauté? La beauté, c'est quelque chose. Visiblement, ton machin, c'était une... Je suis d'accord avec toi dans le sens, c'est qu'il faut prendre en compte l'existence de l'esprit et l'existence de la matière. Donc l'esprit, effectivement, je suis d'accord pour dire que c'est beau, parce que si tu considères l'esprit en tant que mathématique, par exemple, si tu fais n'importe quelle théorie mathématique, c'est toujours beau. Pas toujours, il y a des démonstrations de 1000 pages là, que je considère très moches. Ah oui. Oui, non, ce qu'a fait Villani, là, le théorème vivant, c'est complètement nul ce qu'il fait. Oui. Villani. Bon, c'est une horreur ce type-là. Oui, alors il présente bien, il parle bien, mais c'est une horreur. Villani, il ne faut pas l'écouter.
Faites attention, c'est moche ce qu'il a fait. Un théorème vivant avec 1000 pages. Moi, en 5 minutes, je calcule le rayon de l'univers. Et Eddington, alors Eddington, il a fait une grosse théorie, il faut reconnaître. Il y a 1000 pages aussi. Il y a une théorie au départ. Oui, mais mathématiques. ouais. Il est parti de concepts mathématiques, justement, quantiques. Et alors, il a prévu le nombre d'atomes dans l'hydrogène. Ça ne s'invente pas, vous pouvez vérifier ça. Vous pouvez le vérifier quand vous voulez. Mais je vous demande de vérifier les calculs que je vous dis. Vous êtes comme ça et vous ne vérifiez pas. Ça ne peut pas être au hasard, justement, quand on parlait du hasard. Donc Eddington avait prévu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les pères fondateurs, tu n'en as pas parlé, Eddington au panier. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'ai passé un moment fort charmant, agréable en votre compagnie, et je crois que maintenant il est temps d'aller... Non, j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini. Bon, mais non, parce que deux mots, parce que là, bon, je ne peux pas laisser passer ça. Bon, tu as été gentil de dire la mécanique quantique en 1905, 1902, mais c'est pas du tout ça. Planck a trouvé, il étudiait le rayonnement thermique, rayonnement qui vient de la foudre. Et il voyait que ça ne marchait pas avec la mécanique statistique classique. Il a rajouté une petite astuce, c'est-à-dire une quantification des échanges d'énergie. Mais il n'y a pas cru, parce qu'il était moulé dans la tradition continuiste. Les gens qui portent toujours au continu, comme les matheux, les mauvais matheux, moi j'appelle des mauvais matheux. Il y a des bons matheux qui disent qu'il n'y a pas d'infini. Il y a Kronecker en particulier, il disait Dieu a inventé tous les nombres. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit les humains ont inventé plein de nombres, mais Dieu n'a inventé que les nombres entiers. Il avait raison, c'est-à-dire qu'il avait impliqué le monde quantique avant la découverte de 1900 et compagnie. Mais c'est pas là que ça a été découvert, la mécanique quantique. Einstein est arrivé. Alors Einstein, vous pouvez faire une conférence. Tu parlais de Planck, là, t'as pas fini. Oui, ben Planck, justement. Il n'a pas cru. Parce qu'il a toujours, il était obnubilé comme vous autres. Vous avez été obnubilé par l'infini. Parce qu'il y a un professeur un jour, vous étiez au collège, il a dessiné un trait. Il a dit, oh ben c'est simple, il y a un nombre infini de points infiniment petits. Et vous avez gobé ça. Double entourloupe. Parce qu'il n'y a pas du tout. L'infini ne peut pas exister en physique. Donc quand vous voyez par exemple un Klein, il y a Klein qui passe à la télé, alors, ou les autres, tous, vous remarquerez bien, tous, ils disent, ah ben il y a l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ceux-là, vous pouvez dire, ils n'ont rien compris, dès le départ. Tu connais les théories d'analyse non standard? Un petit peu, j'ai regardé un petit peu. Mais bon, je ne suis pas spécialiste. Bon, attends, je termine avec... Tu considères les deux infinis comme deux nombres non standards. Ça, c'est des conneries, alors. Oublie ça. Théorie. Non, mais l'infini quand même. Non, mais attends, écoute, non, mais je t'explique. J'ai les preuves. Non, mais écoute, comment il s'appelle? Denis Chadevec. C'est parce que tu es pas J'ai les preuves que vous pouvez vérifier et que vous ne vérifiez pas. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, il y a Eva qui voudrait conclure quand même. Non, t'es pas con de manière facile. Non, mais chez les matheux aussi, il y a toujours cette bataille entre, effectivement, ceux qui sont plutôt théorie des groupes. Et puis, il y a la notion de continuité. La notion de continuité, c'est lié à l'infini, à l'existence de l'infini. Exactement. C'est deux mondes qui s'opposent. Mais lui, dans sa théorie à lui, c'est la théorie des groupes qui rentre. Forcément, il va rejeter les infinis. Alors que dans d'autres théories, l'infini, c'est un point comme un autre qui permet d'avoir une sphère. C'est très dangereux. Bon, j'ai pas fini. Alors, donc. C'est ce qu'a dit d'ailleurs, non, mais attends, quand on a été Zanichet, t'as dit qu'Einstein avait la théorie quantique, pas du tout. Einstein, il a fait une grosse connerie. Il a copié tout, on sait, mais il a fait une grosse erreur avec son photobaladeur. Justement, c'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Le photon ne se balade pas. Et il a voulu introduire ça. Et il s'y est tenu à ça. Il a continué à insister là-dessus. Donc il a influencé De Broglie avec sa théorie de la double solution, c'est-à-dire une onde avec une excroissance. Donc ils ont merdé là-dessus, De Broglie et compagnie. Toute la science. Tout est basé sur un mensonge. Ils ont filé le prix Nobel à Einstein pour une découverte qui était vraiment la négation de la mécanique quantique, la vraie. Celle que je vous explique là. C'est-à-dire que c'est lié au cosmos. Il y a une onde, le cosmos calcule et il dit c'est là. Et c'est pas du hasard, c'est un calcul. Et j'ai les preuves ici. Donc je vous demande de vérifier les calculs. Tu t'évertues, tu te fatigues là. Mais non, c'est eux qui me fatiguent. Tu souffres. Non, je souffre pas. Alors que chaque théorie de tout temps. Mais c'est pas une théorie, c'est carrément sa propre minute. Tu n'as pas besoin d'être avant-gardiste, de toute façon ça va venir, sois patient. Évidemment, il y en a pour là, dans 10 000 ans. Il va y avoir un consensus. Non, mais ce que je comprends pas. Et c'est comme ça que ça avance. Non, mais Eva, ce que je comprends pas dans cette assemblée, ils sont quand même pas bêtes. Non. Bon, donc, vous n'êtes pas idiots.
Je vous demande simplement de vérifier des calculs de niveau bac. Vous ne pouvez pas, parce que le calcul est important. Tiens, Einstein vous a cassé les pieds avec plein de formules de calcul. Moi, je vous donne des calculs tout simples. Vérifiez-les et vous constaterez que vous avez bien le rayon de 13,8 milliards d'années-lumière. C'est soi-disant l'âge de l'univers. À partir de Constantine. Donc, c'est pas un âge. Donc, on vous a menti depuis le début. Et vous pouvez le vérifier. Et vous pouvez aller gueuler. Là, je vous autorise à gueuler. C'est tout. Ouais, Bon, bref, alors, de non. toute façon, Donc, bref, maintenant, je termine là-dessus. Le fameux. Alors, Bohr, attends, une seconde. Le fameux Bohr. Alors, Bohr, c'est encore un cas. Le pauvre Bohr. Niels Bohr. Alors, Einstein, donc je vous ai démontré qu'il n'avait rien compris à la mécanique quantique. Ça, c'est clair. Hein. Parce que le photon baladeur, il n'y en a pas, déjà. Hein. Tout ce que vous dites, le photon se propage de droite à gauche, ils n'ont rien compris. Et Bohr, alors Bohr nous a sorti l'ânerie suivante, que c'est bien que j'ai oublié de rappeler, c'est en disant, t'as oublié de dire, Bohr a affirmé que la théorie était complexe. Et même il y a eu un théorème de mathématiques d'un certain, je ne sais plus son nom, qui confirmait que la théorie devait être complexe. Après, ils ont vu, 20 ans après, que le théorème de mathématiques était faux. Hein. C'est von Neumann, voilà. Von Neumann a annoncé un théorème. La mécanique quantique telle qu'elle est exprimée ici est complète. On n'a jamais vu une horreur, une idiotie pareille. Théorie complète alors qu'on a oublié le cosmos. Donc, autrement dit, alors, bon, Einstein n'avait rien compris, d'ailleurs, il limitait tout à la vitesse lumière d'ailleurs. Hein. Donc c'est une de ces erreurs que moi, je vous ai dit en 3 minutes, j'ai enlevé la vitesse lumière. Je l'ai jeté au panier en disant, trop lent pour le cosmos. Un cosmos ne peut pas se connecter avec des vitesses si faibles. Donc j'ai introduit une vitesse de 10 puissance 60 fois C. Et alors là, pas besoin de retourner au passé comme Costa de Bourgois avait dit, d'écouter téléphoner dans le passé, c'est un connerie qu'on voit dans les interprétations quantiques. Hein. C'est pas la peine. Il y a des vitesses beaucoup plus grandes que C. J'ai des preuves. Et alors je vous demanderai d'être sympathique. Vous êtes sympathique simplement avec vous, pas avec moi. Je m'en fous, moi, de toute façon. Moi, mes livres sont rédigés pour l'éternité. Hein. Je suis en train de finir un livre, vous allez voir, ça s'appelle Le principe harmonique. Et justement, ça répond à la question. J'ai lu un de tes messages sur le principe harmonique dans mon courrier électronique. J'espère que tu as été épaté. Je suis désolé, j'ai pas compris. Ben, si tu n'as pas compris, tu me demandes. Hein. Il y a des mots dans ce message que j'ai pas compris. Non, mais, Bon, de toute façon, c'est prévu. le bouquin va être rédigé en compagnie d'Oya. Oya, j'ai remarqué que quand Oya explique derrière moi, tout le monde comprend. Et quand j'explique tout ça, il n'y a pas un qui comprend. Visiblement, je n'ai pas été clair. Il n'y en a pas un ici qui a été foutu de faire un calcul de niveau bas. Si, non, je reconnais. Sauf notre ami Christian. Lui, il n'est pas bête. Hein. Bon, en tout cas, Francis... Lui, il a fait le calcul. Bon, attends, la parole à Christian pour finir. Est-ce que tu as vérifié les calculs? Non, pas pour finir, parce que j'aimerais bien que Jacek conclue, enfin, tu vas conclure, Jacek, mais bon, t'as bien fait de venir, t'as bien vu que t'avais rien compris. C'est pas de ta faute, c'est à l'autre. Non, c'est l'autre quand même, ça nous dit, je sais que c'est un connard. Quand je l'ai vu, l'autre, je lui ai dit quand est-ce qu'on peut se voir, il m'a dit, oui, pas avant 3 ans. Voilà la mentalité. Vous appelez ça un scientifique, vous? Bon, vas-y, alors, donc, donnons la parole avant Jacek, à notre ami ici, c'est pas un imbécile, il est directeur d'une équipe de recherche à l'Observatoire de Paris. Il a l'air comme ça, mais c'est pas un imbécile. Bon, non, mais il a l'air. Non, mais regardez. Le pauvre. Donc lui, il va vous dire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ces calculs-là? Parce qu'il a tout vérifié. Mais tu sais que le propre des gens qui sont un peu en avance dans la réflexion, c'est d'être toujours exclu. Donc je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Je veux dire, de toute façon... Mais non, mais je sais que j'ai raison, mais alors vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, alors... Donne-lui la parole, on donne la parole à Christian. Vas-y, Christian. Vous voudriez connaître mon opinion sur les travaux de Francis? Yes, of course. Allez, on y va. Moi-même, je suis pas cosmologiste, je ne suis pas astrophysicien. Je m'occupe de la rotation de la Terre. C'est un sujet qui est à cheval entre l'astronomie et la géophysique. Donc déjà, pour situer le contexte. Néanmoins, j'ai des notions de base en astrophysique, en cosmologie. Et quand j'ai connu Francis pour la première fois de ma vie, j'étais très intrigué par des relations qu'il avait trouvées et je les ai vérifiées. Et celle, effectivement, qui m'a le plus frappé, c'est celle qui relie ce que Francis appelle le rayon d'univers, ou que les cosmologistes appellent le rayon d'horizon, de 13,6 milliards et quelques d'années-lumière, aux quantités de la microphysique, que sont la masse de l'électron, la masse du proton, le neutron ou proton, c'est à peu près la même masse, la constante de Planck,
et la constante de la gravitation au moyen de l'analyse dimensionnelle, ou alors en faisant en utilisant d'autres arguments, par exemple fondés sur l'holographie, ce que Francis appelle la physique holique, le principe harmonique. Et c'est vrai, c'est tellement précis. Non, d'autant plus. Pourquoi ça m'a frappé? Ça m'a frappé cette relation parce que je connaissais vaguement la coïncidence de Dirac. La coïncidence de Dirac, donc remarquée par Dirac, ou coïncidence des grands nombres, remarquée par Dirac dans les années 1940, si je ne me trompe pas, qui stipule que le rapport de la force électrique à la force de gravitation entre deux particules chargées, un proton, un électron, est du même ordre de grandeur que le rapport du rayon d'univers au rayon d'un électron. Non, au noyau. Au noyau d'un électron. Mais ce n'était qu'un ordre de grandeur, alors que Francis donne une relation extrêmement précise. Que j'ai prévu depuis 20 ans. Je l'ai mis dans un plic acheté. Je l'ai mis dans un plic acheté en mars 90. C'est vrai que c'est surprenant. Non, mais le mot est faible. Oui, oui. Surprenant. Ah oui. Détonnant. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, mais ça prouve. Je suis désolé. Ça prouve que j'ai rien compris. Ça prouve qu'il n'a pas bien compris, mais que vous devriez faire le calcul. Je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande de faire un calcul de niveau bac. Et cette alors regarde-lui, ça fait des mois que je lui ai dit, fais ton calcul, tu vas changer, au bout de sortir ton Everett et compagnie, là, tu fais ton calcul du rayon de l'univers. Et il ne faut pas répondre, je m'en fous de l'univers. Non, il ne faut pas répondre, parce que je vous ai démontré ce soir, grâce à notre ami Jack, c'est que on ne peut pas comprendre, vous avez bien vu qu'on ne peut rien comprendre à la mécanique quantique sans passer par le cosmos. Pareil pour l'esprit. Tu ne l'as pas démontré. Oui, enfin, de toute façon, tu ne l'as pas démontré. Les amis, je crois que là maintenant, il va falloir quitter la salle. Non, mais la parole est pas jusqu'à. On est là jusqu'à 20h30. On est, je crois, largement débordé. Alors, je vais quand même laisser Jacek terminer. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu conclus, Jacek? C'est difficile de conclure. T'as bien fait de venir, je crois. C'est ça qu'il faut Parce conclure. que la discussion est partie dans différentes directions. On avait un Et électroperturbateur. pour conclure, il faudrait peut-être dans la question de l'infini, tous les mathématiciens du monde, tous les physiciens du monde, qui sont au nombre de millions et de milliards, considèrent que l'infini est nécessaire, aussi bien en mathématiques qu'en physique. Parmi les milliards ou les millions, il y en a peut-être un ou deux qui considèrent que l'infini c'est une connerie. Non? Alors comment résoudre cette situation? Sur quelle base? À qui il faut croire? Est-ce qu'il faut croire à des milliards, des millions de mathématiciens, physiciens? Ou est-ce qu'il faut croire à quelques-uns qui disent que l'infini n'est pas nécessaire et que c'est une connerie? Bon, je pense qu'il ne faut pas il faut. Il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas le il faut, mais moi je dis si, je vous dis vérifiez les calculs d'Eddington, c'était quand même pas vrai. C'était le plus grand, écoutez bien, on va finir là-dessus parce que c'est la preuve que ça déraillait complètement depuis le début du Einstein et compagnie. Donc vous pouvez faire une conférence sur Einstein démontrer que c'est un grand copieur. Ouais. Alors, donc finalement, la conclusion de ça, c'est que on vous a trompé depuis le début et que vous devez par vous-même, je vous supplie, je m'en fiche de aucun intérêt là-dedans, parce que moi je vais faire les best-sellers. Ça va être vendu dans 1 milliard d'exemplaires dans tout le monde. Moi j'ai des preuves, des trucs, c'est indestructible. Demande à notre ami. Notre ami, il sait que les constantes universelles sont des invariants totaux, on le sait. On a vérifié en regardant loin dans l'espace, on voit dans le passé, les constantes universelles n'ont pas varié. Donc ces calculs ne changeront pas pendant les siècles et les millénaires à venir. Donc je demande encore à notre ami Jacques, avec son petit caméra là, Jacques, on sait bien ce que tu réfléchis, mais essaye des fois de faire un calcul de niveau bac. T'as quand même pas perdu ton niveau bac que tu avais à l'époque. Bon, alors là-dessus, je vous dirais que ceux qui ont envie d'aller manger, on se réunit en règle générale et puis on peut dîner ensemble si vous le souhaitez. Ce sera avec plaisir que je me joindrai à vous. Voilà. Très bien.